rencontre du président Abdel Fattah al-Sisi avec le ministre des Affaires étrangères algérien, la situation à Gaza, bien sûr, et la situation ou bien ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Raouf Ghafar. Vous êtes expert ou analyste politique et économique. Bonsoir. Alors, je vais commencer par cette nouvelle qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a reçu aujourd'hui le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui lui a remis une lettre du président Abdelmajid Tebboune. El-Sisi a également reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des décisions de la 18e session de la Haute Commission mixte égypto-tunisienne de septembre 2025. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu jeudi le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale et étrangère et des Affaires africaines de l'Algérie, Ahmed Attaf. Le ministre algérien a remis au président un message écrit du président Abdelmajid Tebboune exprimant son estime envers l'Égypte et sa volonté de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et politiques. Le président al-Sisi a affirmé la profondeur des relations historiques entre les deux pays et souligné l'importance de renforcer la coordination politique face aux défis régionaux, en particulier à travers le mécanisme trilatéral entre l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie concernant la Libye. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également reçu le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger de Tunisie, Mohamed Ali Nafti. Le président al-Sisi a réaffirmé l'importance des relations privilégiées entre l'Égypte et la Tunisie et la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, ainsi que de mettre en œuvre les résultats de la commission mixte tenue au Caire en septembre 2025. Le ministre tunisien a transmis les salutations du président Kais Saied et réaffirmé la volonté de la Tunisie de développer la coopération économique et la coordination politique avec l'Égypte. Et les discussions ont également porté sur les développements régionaux et sur l'importance du mécanisme trilatéral Égypte, Tunisie, Algérie pour soutenir la stabilité en Libye. Monsieur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Alors, une rencontre très importante, je crois, puisque ça reflète un rapprochement de plus en plus entre l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie. Absolument. C'est remarquable, surtout avec l'Algérie. On constate que le rapprochement est vraiment considérable. Avec la Tunisie, le nouveau gouvernement, les choses vont de mieux en mieux, comme vous l'avez dit, sur le plan politique, économique, etc. Mais avec l'Algérie particulièrement, j'ai l'impression que ça devient très fort. Et les deux présidents s'entendent bien, ils sont en très bons termes sur le plan personnel et sur le plan politique. Et nous espérons que si jamais on joint les mains avec un pays comme l'Algérie, il a un certain poids sur le plan. Tout à fait. Absolument. Sur le plan maintenant, l'énergie, c'est le dossier le plus important et nous savons que l'Algérie, certainement, c'est un producteur. Et on sait très bien que toute l'Europe s'est dirigée vers l'Algérie pour avoir absolument. de Surtout nouveaux que contrats. c'est prêt. Ouais. Alors, c'est pour ça que espérons bien que les choses iront de mieux en mieux. J'ai eu une information, je ne sais pas si c'est juste ou pas, que le président algérien faisait ses études en Égypte. J'ai entendu, ce n'est pas confirmé en ce qui me concerne, mais je sais que, vous voyez, il y a 30-40 ans, tout le monde passait par l'Égypte. Étudier, école, université, etc. Mais c'est-à-dire l'Égypte était un pilar très important pour préparer les générations qui gèrent maintenant dans les pays. Espérons bien que ça reprend et que nous redeviendrons le pilar d'éducation. Bien sûr, et sans oublier le rôle quand même qu'a joué l'Algérie durant la guerre de 1973. Absolument, on ne peut jamais l'oublier. Oui, voilà.
Bon, en même temps, le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale, Badr Abdelati, a salué les relations distinguées avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de leur rencontre au Caire. Les deux parties ont souligné la nature stratégique et privilégiée des relations historiques unissant l'Égypte et l'Algérie. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que sur les développements régionaux, notamment les efforts visant à réduire les tensions, les négociations entre les États-Unis et l'Iran et les situations en Libye et au Soudan. De son côté, Attaf a salué la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays, exprimant son appréciation pour les efforts déployés par le Caire afin de renforcer les mécanismes de concertation et de coordination commune. D'autre part, l'Égypte et la Tunisie et la Libye ont publié un communiqué commun à l'issue de la 4e réunion ministérielle du mécanisme des pays voisins de la Libye au niveau des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenu au Caire. Le communiqué a souligné la profondeur des liens historiques et fraternels qui unissent les trois pays à la Libye. Il a réaffirmé qu'un règlement politique global demeurait la seule voie pour mettre fin à la crise libyenne, tout en insistant sur l'importance de faire progresser le processus politique sous l'égide des Nations Unies afin de conduire à la fin des divisions, à l'unification des institutions de l'État libyen et à la création de conditions propices à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires de manière simultanée, répondant ainsi aux aspirations du peuple libyen. L'importance de l'unité. C'est triste la situation en Libye, c'est-à-dire il faut absolument que les deux parties se joignent. Moi, si jamais on peut rêver, je rêve d'une autoroute qui joint tout le nord africain, passe certainement par la Libye, et si jamais on peut achever ceci, je pense que ça va aider à rapprocher les deux côtés de la Libye, mais en principe, nous entendons depuis longtemps d'élections présidentielles, etc. en Libye, ça n'arrive pas, mais il faut un peu exercer une certaine pression de notre côté, d'un côté, et de l'Algérie, la Tunisie de l'autre, de façon à ce les Libyens doivent s'entendre pour le mieux de leur pays, c'est-à-dire, espérons bien que ça arrive rapidement. Très bien. Bon, je passe à l'Iran, qui a annoncé réexaminer une nouvelle proposition de paix américaine via le médiateur pakistanais Donald Trump, avertissant que la situation était sur le fil entre un accord ou une reprise des hostilités. Mardi, Donald Trump avait dit donner à Téhéran 2 ou 3 jours pour conclure un accord, un ultimatum balayé par le pouvoir iranien. Les explications. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Bagaï, a déclaré à la télévision d'État que son pays avait reçu les points de vue de la partie américaine et qu'il les examinait, faisant toutefois part d'une grande méfiance vis-à-vis des États-Unis. Il a réitéré au passage les exigences de Téhéran, dégel des avoirs iraniens bloqués à l'étranger et fin du blocus américain des ports iraniens. Ces propos interviennent après une deuxième visite en quelques jours à Téhéran du ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsen Naqvi, pays médiateur dans ce conflit. Côté américain, Donald Trump a laissé la porte ouverte à la diplomatie en affirmant ne pas être pressé. Il a déclaré qu'il verrait bien ce qui allait se passer. Soit les deux côtes parviendront à un accord, soit ils prendront des mesures un peu plus sévères. Mais il a espéré que cela n'arriverait pas. Il a ajouté qu'un accord avec l'Iran permettrait d'économiser beaucoup de temps, d'énergie et de vie, estimant qu'il pourrait être conclu très rapidement ou d'ici quelques jours. Mardi, Donald Trump avait dit donner à Téhéran 2 ou 3 jours pour conclure un accord, un ultimatum balayé par le pouvoir iranien. L'Iran ne cédera jamais à l'intimidation et doit renforcer ses préparatifs afin d'apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque, a averti le négociateur en chef iranien, Mohamed Barghouti.
estimant que l'ennemi n'avait pas renoncé à ses objectifs militaires et cherchait à déclencher une nouvelle guerre. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont eux menacé d'étendre la guerre bien au-delà de la région. Monsieur Raouf Gaffer, alors, concernant le conflit américano-iranien, où on est? Franchement, on ne sait pas. Des délais après délais, le président américain est un peu coincé, il ne sait pas se débrouiller. Je pense que résumer les hostilités et la guerre, c'est très loin. C'est-à-dire, je ne pense pas que ça peut recommencer. Oui. Mais ils essayent, par l'intervention du Pakistan, d'essayer d'aboutir à une, disons, solution qui soit acceptable aux deux parties. Ils vont finalement faire ça, éventuellement, c'est-à-dire, ça va prendre peut-être, à mon opinion, un peu de temps. À mon opinion, encore une fois personnelle, peut-être le président Trump a pensé que lors de sa visite en Chine, il allait un peu secouer la situation, mais apparemment ça n'a pas marché de la manière que lui l'aurait voulu. C'est pour ça que voilà, le Pakistan résume son intervention et nous espérons que ultimatum après ultimatum, on va aboutir finalement à un ultimatum qui va se réaliser et que les choses vont se reprendre parce que tout le monde est perdant si jamais cette situation continue. Et c'est encore pire si jamais la guerre se reprend. Monsieur Trump a déclaré hier, si je ne me trompe pas, qu'il allait faire une frappe violente contre l'Iran, mais il s'est retiré après les demandes de la part des Émirats arabes unis et du Qatar. C'est-à-dire, il peut très bien frapper, pas de souci là-dedans, mais les perdants, c'est le Golfe. Les pays du Golfe, malheureusement, ce sont eux qui vont souffrir. L'existence américaine dans cette région va certainement diminuer, à mon opinion, et la géographie va un peu changer sur le plan présence américaine. C'est pour ça que lui, il hésite à faire ce pas, parce que, comme je viens de dire, c'est lui qui va perdre. Et c'est l'Amérique qui va perdre. Et le Golfe, malheureusement, qui n'ont rien à faire là-dedans, et que l'Iran n'aura rien d'autre à faire que de taper cette région. C'est pour ça que il menace. Mais et puis justement il recule un tout petit peu et puis il menace, espérant que l'Iran va écouter une de ces menaces et qu'ils vont arriver, comme je viens de dire, à un compromis qui soit acceptable des deux côtés. Quelles sont les conditions que les États-Unis ou bien Trump a mis pour conclure un accord avec l'Iran? Il a changé tellement de conditions, etc. Mais c'est une affaire de gaz et de pétrole. Lui, il veut étrangler l'Iran de façon à ce que il les empêche d'exporter leurs produits. Mais
nous voyons que pour l'Iran, ils ont trouvé des alternatives et puis ils exportent par train, ils exportent par bateau de l'autre côté. Et les pays qui souffrent franchement, ce sont les pays arabes du Golfe qui dépendent totalement sur Hormuz pour l'exportation de leurs produits. C'est pour ça que lui, il est, comme on dit en arabe, je vais traduire, entre deux feux, c'est-à-dire il a des intérêts dans cette région, des intérêts immenses, et il a peur, à la fin, de perdre l'influence américaine dans cette région qui représente une chose excessivement importante pour Israël, si on parle. Mais en principe, il a parlé de distribuer ou diviser les revenus du passage de Hormuz entre l'Amérique et l'Iran, et on n'a pas accepté. D'ailleurs, ce n'est pas légal, légitime de prendre de l'argent, parce que ça c'est une voie internationale, maritime internationale. Donc il n'y a pas un pays qui peut imposer des... Et c'est pas situé aux États-Unis? Absolument, absolument. Et il n'a rien à faire là-dedans. Mais ce sont des manœuvres, comme je viens de dire, il veut un peu étrangler et poser une pression économique sur l'Iran. Peut-être ce n'est pas bien calculé, à mon opinion, parce que l'Iran a subi des sanctions pour 40 ans et a survécu. Donc je pense qu'ils se sont adaptés à vivre sous une pression et des sanctions sans fin. Donc quelques années en plus ne va pas leur faire beaucoup de mal, mais en principe, nous espérons. Mais on parle, Trump toujours, il parle de interdire aux Iraniens d'avoir ou bien de posséder la bombe atomique. Et c'est ça la cause de la guerre. Mais c'est une justification? Mon cher, l'année passée, il a déclaré qu'il n'y a plus, qu'il a terminé toute l'infrastructure que l'Iran avait, les installations, et qu'ils n'ont pas un espoir de résumer avant de longues années. Et puis cette fois-ci, on répète la même chose et qu'il a découvert, c'est impossible. Moi, je pense que c'est un prétexte. Et vraiment, la situation n'est pas claire. Et il y a des gens qui disent que toutes ces installations sont à 200 mètres souterrains. Et il y a des gens qui disent que l'Iran a acquis des armes nucléaires près d'autres pays. Donc c'est un dossier très très compliqué. Et à mon opinion, il ne va pas aboutir à une solution définie sur ce problème. Et il y aura toujours des débats et puis à plusieurs reprises, M. Trump a dit non, je ne vais pas accepter que l'Iran ait des armes atomiques, etc. etc. Mais ce genre de déclaration ne peut pas être réalisé sur Terre avec les conditions qu'on lit à propos et qui existent. Bon, on passe à un autre sujet. Le ministre d'extrême droite israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a provoqué un tollé au sein même de son gouvernement et à l'étranger en publiant une vidéo de militants d'une nouvelle flottille pour Gaza agenouillés et les mains liées après leur arrestation en mer. Les réactions étrangères, tout particulièrement de pays comptant des ressortissants arrêtés, n'ont pas tardé. Un tollé a été provoqué au sein même du gouvernement israélien et à l'étranger après la publication par le ministre israélien d'extrême droite de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, d'une vidéo de militants d'une nouvelle flottille pour Gaza, agenouillés et les mains liées après leur arrestation en mer.
Les forces israéliennes qui avaient intercepté lundi au large de Chypre les bateaux de la flottille ont entamé mercredi le transport et le placement en détention dans le sud d'Israël des centaines de militants pro-palestiniens qui se trouvaient à bord. Le traitement réservé aux détenus a été jugé inadmissible par Rome. La France a convoqué l'ambassadeur israélien pour les agissements inadmissibles du ministre Ben Gvir, coutumier des outrances, tout comme la Belgique, qui a jugé les images profondément troublantes. L'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne a qualifié l'épisode de totalement inacceptable. La Turquie, d'où était précisément partie la flottille, s'est montrée la plus virulente en dénonçant la mentalité barbare du gouvernement israélien. La ministre australienne des Affaires étrangères a qualifié d'humiliant le traitement infligé par Israël aux militants et dénoncé des images choquantes et inacceptables. Le Hamas a également fustigé mercredi la vidéo en dénonçant la dépravation morale d'Israël. Une précédente flottille avait déjà été interceptée en avril dans les eaux internationales au large de la Grèce et la plupart des militants expulsés vers l'Europe. Monsieur Raouf Gafar, alors déjà, tout d'abord, quel est l'objectif d'une telle flottille? C'est-à-dire, je pense que c'est pour donner un support au Gaza. Moral. Moral, absolument. Oui. C'est-à-dire, ils n'ont pas des armes qui... Mais c'est justement un support humanitaire, moral, etc. Ils veulent envoyer un message à tout le monde que nous sommes, voilà, près de ces gens qui souffrent depuis quelques années maintenant et que nous sommes prêts à être dans leur dos, disons, avec eux, etc. Sur le plan humanitaire et tout, et c'est tout. Mais de l'autre partie, nous commençons à sentir des problèmes internes en Israël. Le Knesset, voilà, on a entendu parler qu'il va démissionner et qu'il y aura des élections dans quelques semaines ou quelques mois. Le gouvernement lui-même est maintenant divisé. Et je pense que ce que le ministre de la Sécurité nationale, ce qu'il fait, c'est d'essayer de gagner quelques votes, peut-être pour le futur. Mais même le gouvernement a des problèmes. Et c'est pour ça que, voilà, ils ont fait tout à Gaza, malheureusement, et qu'il ne manque qu'à défendre ces gens qui viennent très pacifiquement pour justement montrer leur soutien au peuple de Gaza, en disant que, je ne sais pas même quel prétexte il dit. Il a peur qu'ils viennent faire... moi, je ne peux pas concevoir ce qu'il a en tête, mais c'est un show, à mon opinion. Mais en même temps, nous avons trouvé quand même que le ministre des Affaires étrangères israélien a, selon la presse israélienne, a protesté contre ce que le ministre d'extrême droite a fait ou bien a publié. Oui, mais ce que je viens de dire, il y a des problèmes internes, c'est-à-dire, il n'y a pas une coordination. Vous sentez que un cabinet ministériel, il doit y avoir une certaine coordination, c'est-à-dire, pas chaque ministre dit ce qu'il veut à tort et à travers, il fait ce qu'il faut sans même dire à ses collègues. Et c'est pour ça que, comme je venais de dire, ils ont des problèmes, commençant par leur cabinet ministériel, descendant jusqu'au peuple et Knesset, etc. C'est pour ça que, je ne sais pas, c'est-à-dire une situation triste au Gaza certainement, et nous espérons que ça finit d'une manière ou d'une autre. Comment? Quelques gouvernements, surtout européens, ont convoqué les ambassadeurs israéliens chez eux. Alors, Israël est devenu ennemi avec tout le monde, c'est-à-dire l'Europe occidentale maintenant
ils ne supportent plus Israël. L'Espagne, la France, absolument, c'est-à-dire l'Union européenne en général est contre ce qu'Israël est en train de faire sur le plan Gaza, sur le plan Iran, partout. Donc ils perdent justement des supporters partout. La sympathie au moins. Absolument. Ouais. Mais en Amérique même, il y a maintenant un mouvement qui dit que basta, il faut arrêter le support et le soutien absolu pour Israël. Je ne sais pas exactement ce que M. Netanyahou a en tête, mais chaque pas qu'il fait l'éloigne de la communauté internationale et l'éloigne de la possibilité de rester sur... Mais en fin de compte, ils sont soutenus par la plus grande puissance au monde, les États-Unis. Oui, mais un de ces jours, ça va s'arrêter. Ouais. Espérons que ça soit bientôt. Ouais. Bon, je passe à notre dernier sujet. Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait 19 morts. Mardi, a annoncé le ministère de la Santé, tandis que le Hezbollah fait état d'affrontements avec des soldats israéliens malgré une trêve en vigueur. Depuis le début de la guerre, les frappes israéliennes ont coûté la vie à plus de 3000 personnes au Liban, selon les autorités libanaises. Les explications. Une frappe aérienne israélienne sur la ville de Der Kanoun-en-Nar dans le district de Tyr s'est soldée par un bilan initial de 10 martyrs, parmi lesquels 3 enfants et 3 femmes, ainsi que 3 blessés, incluant un enfant, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué, qualifiant cette attaque de massacre. Une frappe sur Machouk, au nord de Tyr, a provoqué l'effondrement des 2 derniers étages d'un immeuble et a endommagé des bâtiments voisins ainsi que plusieurs voitures stationnées à proximité. Une frappe ayant visé la même localité lundi avait détruit un centre de soins de santé géré par des secouristes affiliés au Hezbollah, a indiqué mardi le ministère de la Santé. Selon l'agence nationale d'information libanaise ANI, une frappe a largement détruit un quartier de Nabateye, abritant des commerces, une ancienne mosquée et des habitations traditionnelles. L'armée israélienne avait auparavant appelé les habitants de 12 localités libanaises à évacuer, dont 11 dans le sud du pays et une dans la région de la Bekaa. Elle a ensuite renouvelé le même avertissement. Dans un communiqué séparé, elle a annoncé avoir intercepté un drone qui avait traversé la frontière en provenance du Liban. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir mené plusieurs attaques contre les forces israéliennes dans le sud du Liban, ainsi que contre des batteries du dôme de fer, une des couches du système israélien de défense aérienne dans le nord d'Israël. Le mouvement a également revendiqué plusieurs attaques contre les forces israéliennes dans des localités frontalières du sud. Israël et le Hezbollah poursuivent leurs affrontements malgré la trêve et l'armée israélienne a déjà mené des frappes au-delà de la ligne jaune qui délimite une zone d'une dizaine de kilomètres de profondeur dans le sud du Liban, à l'intérieur de laquelle les soldats israéliens poursuivent leurs opérations visant à protéger la population du nord d'Israël des tirs du mouvement. Monsieur Raouf Ghafar, normalement, il y a une trêve parrainée par les États-Unis, la grande puissance au monde, et qui soutient Israël. On le sait très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au Liban? Premièrement, il faut bien savoir que l'histoire nous dit que jamais Israël n'a respecté une trêve, un cessez-le-feu, et toujours Si, quand même, en 1973, c'est-à-dire juste cette fois-ci. C'est là. Mais disons aussi, il y a beaucoup de détails qui expliquent ce que je viens de dire. Mais en principe, ils ne respectent jamais. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, la ligne jaune sera respectée et il n'y aura pas des assauts des 2 côtés. Et puis, quand Israël fait ce qu'elle fait au sud du Liban, il faut bien comprendre que les Libanais il y aura toujours une vengeance. Ils ne vont pas cesser. Absolument, une réponse. Ce sont eux les propriétaires
ce sont eux, ils ne sont pas les occupants. Et l'armée israélienne, bien qu'ils font ils utilisent certainement des armes très modernes, etc., contre des choses assez primitives de l'autre côté, mais ils souffrent, les Israéliens, je veux dire. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire ils vont occuper tout le sud du Liban, c'est incroyable. Ils n'ont pas les possibilités de faire ça, donc ils vont faire une zone, disons, tampon, des armements, peut-être, mais à mon opinion, encore une fois, ça ne va pas, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas durer. Pourquoi ? Parce que les Libanais ne vont pas accepter Hezbollah, même si on dit qu'il est très affaibli maintenant, mais il va continuer. Une affaire, c'est une chose personnelle, voilà maintenant, et c'est justement Israël qui a pris ce chemin. Ils ne veulent pas discuter, ils ne veulent pas parler, négocier. Non, ils veulent justement imposer un fait accompli par force, ce qui n'est plus faisable ces jours-ci. Le Hezbollah, c'est un bras de l'Iran. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Israël mène cette guerre contre l'Iran, mais au Liban Sud? Absolument. C'est-à-dire, les Houthis, la même chose. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des bras, comme vous l'avez dit, de l'Iran, et ils posent une certaine pression sur Israël, absolument. Et ça ne va pas cesser, parce que pour l'Iran et pour Hezbollah et les Houthis, c'est une conviction religieuse. Ce n'est pas politique, mais c'est plutôt religieux. C'est pour ça qu'ils vont continuer, que ça plaise à Israël ou pas. Je vous remercie beaucoup, Merci à vous. Garfal. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique, pour ces explications et éclaircissements concernant tous ces dossiers qu'on vient de discuter. Merci. Bonsoir. Très très bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.